Donc aujourd'hui, on va attaquer avec les pays and race. Donc je vais commencer un petit peu par définir ce que c'est, parce que même si c'est devenu très répandu, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde connaît. C'est pas forcément quelque chose. Déjà, c'est des termes anglais, donc tout le monde n'est pas fluent. Tout le monde ne comprend pas forcément les termes anglais, donc on va venir un petit peu les décrire. Et derrière, je vais venir donner mon opinion, en tout cas ce que je pense, comment je les utilise, ce que je comprends du système et comment je les inclus soit dans la rééducation, soit dans l'entraînement complètement. Pour commencer déjà sur les Pays and Race, il faut savoir que le terme Pays and Race, donc PAIL, P-A-I-L, donc ce sont des acronymes, hein. P pour progressive, A pour angular, I pour isométrique et L pour loading. Donc concrètement, le progressive angular, ça veut dire que c'est l'angle ouvert. Donc pour comprendre ce que c'est qu'un angle ouvert, on va prendre l'exemple de l'articulation du genou. Quand je viens amener mon talon à la fesse, je viens ouvrir l'angle antérieur du genou, donc je viens étirer tous les tissus qui sont sur l'avant de la cuisse. Je viens ouvrir cet angle-là. Et du coup, rail, régressive angular isométrique loading. Donc régressive angular, c'est l'angle qui se ferme. Donc si je garde mon articulation du genou, ce sera du coup l'angle derrière, l'angle de flexion du genou qui va forcément venir se réduire à mesure que j'amène le talon à la fesse. Donc globalement, pour chaque articulation, on va retrouver un angle ouvert et un angle fermé. Donc ça, les pays and raise, c'est ce que ça décrit. Ça veut dire venir charger un loading. Donc on va venir mettre une charge isométrique, d'accord, pour le I, soit sur les tissus de l'angle ouvert, soit sur les tissus de l'angle fermé. Donc c'est ce qui fait la distinction entre le PAIL et le RAIL. Donc ça a été décrit par Andreo Spina. Alors je crois qu'il a commencé à le décrire dans les années 2000. Il faut savoir que c'est un chiropracteur, donc c'est un docteur en chiropraxie américain qui a créé le système FRS, donc Functional je sais plus ce que c'est le R d'ailleurs, ça me fait penser. Bon, le système FRS, et dedans on va retrouver tout ce qui va être FRC, donc le système de réathlétisation et, euh, et entraînement. On va retrouver FRA qui va être plutôt l'assessment, donc le système d'évaluation de l'articulation. Puis après on va voir le format FRS pour le développement de la force. Bref, donc c'est lui qui l'a développé dans les années 2000. Moi, j'ai fait la première formation du système FRS dans les années 2019, puisque j'ai fait mes premiers Pays and Raised pendant le Covid ensuite, donc l'année d'après. Donc voilà, moi j'ai été formé en 2019 et quand je commençais à faire cette formation-là, j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose, quoi. Moi, j'ai tout de suite adhéré en tout cas au process, au système. C'est quelque chose qui m'a parlé. J'ai vu les résultats sur moi, j'ai vu les résultats sur les personnes que j'encadrais, etc. Donc, une fois que j'avais fait cette formation et que je l'avais un peu pratiquée, j'avais partagé sur les réseaux sociaux le fait que je pensais que vraiment ça allait devenir un petit peu le futur de la rééducation, de l'entraînement, etc. en France, que ça allait mettre du temps à arriver forcément parce que c'était pour l'instant centré sur les États-Unis et en américain, donc pas forcément ouvert aux francophones, puisqu'on ne parle pas très très bien anglais en France. Mais je savais que ça allait venir. D'ailleurs, quand je l'avais dit, et que bon, je l'avais peut-être crié un peu trop fort, mais on m'avait reproché. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé à dire que j'étais un petit peu prétentieux, etc. Et que je faisais mieux que les autres. Alors l'idée, c'était pas ça, c'était juste de dire que c'était un système qui était vachement intéressant, qui présentait des bénéfices et qu'il était intéressant de s'y pencher, parce que je pense que réellement, ça pouvait un petit peu bouleverser les rééducations. Du coup, 6 ans après, donc aujourd'hui, c'est extrêmement populaire en France. Énormément de kinés utilisent le système FRS, utilisent les Pays and Raise. Le problème, de mon point de vue, c'est que ce système FRS, il a été popularisé, notamment en France, par des personnes qui, comme moi par exemple, ont suivi la formation originale. Donc ils sont allés se former à la source, ont pris les informations et puis ensuite ont essayé de les retransmettre en français, donc traduites, et ont essayé du coup de les populariser en France. Ce qui est vachement intéressant pour permettre de diffuser l'information. Le problème, c'est toujours un petit peu pareil avec l'espèce de téléphone arabe, c'est qu'entre la donnée originale et celle qui finit par arriver après plusieurs intermédiaires, forcément elle est un petit peu différente et du coup l'utilisation du système va pouvoir varier selon ce que la personne a compris de ce que la personne a dit et celle qui dit ce qu'elle a compris de la personne juste avant, etc. C'est le problème quand il y a plein d'intermédiaires. Donc, moi, techniquement, je suis qu'un intermédiaire. Donc, je vais partager ce que moi j'ai compris de ce système, de comment j'utilise depuis 6 ans.
de ce que j'ai pu lire dessus, parce que contrairement à ce qui a pu être dit au départ, il y a des publications sur tout ce qui est utilisé sur les pays and raise. Alors d'ailleurs, je crois que j'ai vu passer 2 publications où clairement dedans il y a pays and raise, mais sinon, ces 2 types de contractions, ce mode d'utilisation, va probablement jamais être utilisé dans les études parce que bah, c'est trop spécifique. Mais tout ce qui a amené à mettre en place ce système-là tient sur des études scientifiques. Donc c'est pas quelque chose que André Ospina a sorti de son chapeau. Quand je parle d'André Ospina, je parle de toute son équipe. C'est quelque chose qui est basé sur la science et qu'ils ont ensuite systémisé. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, c'est pour ça que ça m'a plu. Et d'ailleurs, ceux qui s'y intéressent et qui ont critiqué à la base André Ospina sur ce qu'il disait, il faut savoir que André Ospina a publié lui également. C'est-à-dire que si vous cherchez sur PubMed, il y a je crois 2 publications de lui. Donc c'est quelqu'un qui a publié scientifiquement, pas énormément parce que je pense qu'il s'est rendu compte des contraintes de publier dans le monde scientifique et il s'est dit bon je passerai plus tard, mais il a déjà publié. Donc une fois qu'on comprend un petit peu que le système c'est l'utilisation de plein de principes physiologiques qui sont été prouvés, on peut plus ou moins y faire confiance. Par contre il faut rester assez proche de ces principes pour pas dévier sur autre chose. À quoi ça sert à la base les pays and raise? Les pays and raise, donc techniquement, c'est sur une articulation. Donc on va garder par exemple le genou et la flexion de genou. Par exemple, j'ai une volonté d'améliorer ma flexion de genou, donc ma capacité à amener mon talon à la fesse, donc de venir fléchir mon tibia sur mon fémur. Les pays and raise, ça va être dans un premier temps destiné à améliorer cette mobilité. Donc on va venir d'abord effectuer un étirement sur l'angle ouvert, sur tous les tissus de l'angle ouvert, donc notamment sur le quadriceps, mais également sur tous les autres tissus qui vont limiter la flexion de genou. Donc il y a le tissu musculaire quadriceps, mais il y a également tout ce qui est tissu conjonctif, la capsule, les fascias et tous les autres tissus conjonctifs qui vont limiter la flexion. Donc on va venir d'abord effectuer un étirement sur ces tissus-là. L'étirement, il a été recommandé de tenir au minimum pendant 2 minutes. Alors pourquoi 2 minutes? Ça c'est pareil, c'est pas 2 minutes, il les a pas sortis de son chapeau. En fait, si on regarde un petit peu au niveau des études, et notamment quand on s'intéresse au tissu conjonctif, on sait que la contrainte la plus faible, c'est l'étirement. Le tissu conjonctif répond à la traction, à l'allongement, et donc la contrainte la plus faible qui peut y être appliquée, c'est l'étirement. Maintenant, pour qu'il y ait une réelle adaptation physiologique, anatomique, qu'il y ait un changement au niveau du tissu, il va falloir que cette contrainte elle soit appliquée suffisamment longtemps pour que ce signal de force, cet étirement, traverse les tissus, pénètre dans la cellule du tissu et ensuite vienne informer le noyau de la cellule qu'il va falloir modifier les molécules et les protéines qu'il est en train de produire pour que la cellule évolue de telle ou telle façon. C'est ce qu'on appelle la mécanotransduction, c'est-à-dire qu'on utilise un signal mécanique, une force externe, qui va être transmise ensuite à l'intérieur de la cellule et qui va influencer, modifier l'évolution de la cellule. Et donc c'est ce qui se passe avec l'étirement. On vient informer et envoyer un signal de force dans les cellules du tissu conjonctif pour venir modifier leur évolution. Eh bien, pour que ce signal de force ait suffisamment de temps pour arriver jusqu'au noyau de la cellule, eh bien, il a été montré qu'il fallait tenir entre environ 1 minute 30 et 3 minutes. D'accord? On peut aller plus loin dans l'étirement, ce n'est pas un problème, on peut aller jusqu'à 6 ou 7 minutes, mais on sait qu'au minimum, il faut tenir entre 1 minute 30 et 2 minutes. Donc, et 3 minutes. Donc du coup, lui, je pense que par rapport à tous les patients qu'il a pu avoir, et du coup, il a fait une moyenne, il a dit il faut tenir 2 minutes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est de comprendre pourquoi il y a une limitation au niveau de l'amplitude. Si j'arrive pas à fléchir mon genou, pourquoi? On est tous, globalement, sauf pathologie particulière, avec les mêmes amplitudes. On est tous capables, quand on est à la naissance, de mettre le talon à la fesse. Pourquoi, au fur et à mesure des années, on perd cette capacité-là? Soit parce qu'il y a eu lésion et mauvaise rééducation et perte de l'amplitude. Donc, cette fois, les cellules n'ayant pas reçu de signal de force ont évolué dans une direction qui fait que du coup, on n'arrive plus à amener le talon à la fesse. Ou alors, c'est parce qu'on n'utilise plus l'amplitude de flexion qui amène le talon à la fesse, parce que dans nos activités on n'y est plus quotidiennes, on n'y est plus obligé. Donc du coup, on n'amène plus ce talon à la fesse. Donc du coup, forcément, notre corps a supprimé la capacité à amener le talon à la fesse. Comment il fait ça? Il utilise, comme pour quasiment toutes les restrictions de mobilité, toutes les personnes qui se disent pas souples, c'est tout simplement parce qu'au sein de nos tissus, notamment au sein des muscles, on va avoir des récepteurs qui s'appellent les fuseaux neuromusculaires.
et qui en fait vont réguler les amplitudes qui sont disponibles dans les articulations. Et ils se régulent selon deux critères. Le premier, c'est le temps passé dans l'amplitude. Donc forcément, si vous y êtes jamais allé, il ne vous laissera pas y aller. Et la deuxième chose, ça va être les niveaux d'exploration de l'amplitude. Donc ça veut dire combien de fois vous y êtes allé. Donc il y a deux informations qui comptent pour garder une amplitude, c'est y aller souvent et y aller longtemps. D'accord. À partir de là, votre système nerveux, qui régule du coup et qui est en communication avec vos fuseaux neuromusculaires, va vous laisser y aller ou pas. Pareil, par exemple, pour les personnes qui cherchent à toucher leurs pieds et qui disent oui, j'ai l'arrière des cuisses qui tire et j'arrive pas à descendre plus bas. Vous n'arrivez pas à descendre plus bas parce que votre cerveau vous empêche de descendre plus bas. C'est d'abord une restriction neurologique avant d'être tissulaire ou autre. C'est d'abord votre cerveau qui vous en empêche, tout simplement parce que vous n'y êtes pas allé depuis très longtemps ou que vous n'y êtes pas allé suffisamment longtemps. Donc du coup, comme il n'est pas sûr que vous soyez capable de remonter, parce que vous n'avez pas passé assez de temps en bas, donc on n'est pas sûr que vous ayez suffisamment de force pour remonter, il vous empêche de descendre. Donc les étirements qui durent 30 secondes et qui vous permettent de gagner un peu d'amplitude, en fait, ce qui se passe, c'est juste que vous trichez avec votre système nerveux, vous venez inhiber un petit peu ces fuseaux neuromusculaires, et du coup, vous venez gagner quelques centimètres. Le problème, c'est que vous vous étirez 30 secondes, vous gagnez quelques centimètres, quelques degrés, et vous arrêtez, le lendemain vous revenez, bien vous avez reperdu ces quelques centimètres parce que tout simplement votre cerveau, il s'est fait avoir pendant l'espace de 1 ou 2 minutes, mais après il a remis en place la boucle réflexe issue des fuseaux musculaires et il a rétabli les limites de vos amplitudes. Donc techniquement ça ne sert pas à grand chose. L'idée c'est vraiment de venir mettre de la force dans vos tissus pour que votre cerveau comprenne que vous avez la force d'en revenir de ces amplitudes-là et donc du coup qui vous laisse sur le long terme y aller. Donc, c'est à ça que va servir la contraction PAIL. Donc, on fait d'abord un étirement qui va durer entre 2, 3, 4 minutes, peu importe. En fait, l'étirement, comme c'est une contrainte qui est relativement faible, c'est là où le volume peut avoir son importance et c'est l'une des rares méthodes d'entraînement où plus vous en faites, mieux c'est en fait. Donc, on va venir s'étirer. Une fois qu'on est venu étirer, donc je reprends mon exemple sur la flexion de genou, j'ai étiré pendant 2 minutes mon quadriceps et mes tissus à l'avant du genou, de la cuisse. Ok. J'arrive sur ma fin d'amplitude et ça c'est un critère extrêmement important. D'accord. Il faut travailler sur la fin d'amplitude pour pouvoir augmenter l'amplitude disponible. Et là je vais commencer ma première contraction, donc la charge, le chargement isométrique progressif sur mes tissus. Donc je vais venir contracter les tissus qui étaient étirés jusqu'alors. Ça signifie que je dois être bloqué, d'accord. Donc l'une des façons de faire, c'est par exemple de venir mettre le pied sur un canapé, le genou est au sol et je rapproche doucement mes fesses de mon talon jusqu'à l'amplitude maximale. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir contracter mon quadriceps, je vais venir pousser dans le canapé sans mouvement, sans perdre la fin d'amplitude et de manière progressive. Donc je vais d'abord commencer par une contraction de 20%, passer à 40%, 60%, 80% et atteindre le 100% qu'on va essayer de tenir entre 10 et 15 secondes. Donc ça c'est la première contraction, la contraction PAIL. Et derrière, sans bouger, toujours en restant sur cette fin d'amplitude, sur cet angle le plus fermé possible, je vais faire ma deuxième contraction, la contraction rail. Donc là, je vais venir contracter les tissus qui sont du côté de l'angle fermé, donc cette fois à l'arrière de la cuisse. Ces tissus, ces muscles, tissus conjonctifs, ils vont me permettre de garder mon talon proche de la fesse, qui vont me permettre de garder ma flexion de genou. Donc c'est notamment les ischio-jambiers et tous les muscles qui vont être postérieurs à la cuisse. Et là, je vais venir les contracter, cette fois, pas forcément de manière progressive, mais de manière assez intense, assez vite. Donc je vais assez rapidement monter sur mon 80-100%. Autant je prends du temps à monter sur la contraction PAIL, autant je vais très vite sur la contraction rail. Donc ça, c'est les Pays and Rails, et qui peuvent être un petit peu décrits de manière très synthétique ici, et donc beaucoup plus développé dans la formation FRC par André Ospina et ses collègues. Donc ceux qui s'y intéressent, et vraiment moi je recommande ce système-là, alors vous n'êtes pas obligé d'en faire le corps de votre pratique, le centre de votre pratique, mais vraiment je pense que c'est vraiment des outils à avoir dans sa boîte à outils. Et le meilleur moyen de s'y former, eh bien, c'est de faire la formation auprès de la source donc du système FRS, surtout que maintenant ils l'ont traduite en français il me semble, en tout cas parfois ils interviennent en France, c'est très rare mais ils interviennent en France avec un traducteur, donc la barrière de la langue n'est même plus un problème. Et je pense que c'est bien plus intelligent que de venir acheter, même si c'est moins cher, la formation d'un intermédiaire qui va vous donner son ressenti, sa perception, sa compréhension du système. Bref, donc ça c'est les Pays and Rails, un peu pour recontextualiser et voir un petit peu à quoi ça ressemble. Une fois qu'on a compris à quoi ça ressemble, moi je vais vous partager ce que je pense qu'il est important de respecter pour que ça puisse fonctionner.
La première chose, c'est qu'un Pays and Raise, pour que ça puisse fonctionner, pour que vous puissiez avoir une augmentation de l'amplitude qui soit disponible, il faut absolument que ce soit travaillé sur la fin d'amplitude. Ok, donc ça, et fin d'amplitude, le mot est important, c'est-à-dire qu'on va vraiment utiliser la période d'étirement pour aller épuiser l'amplitude passive, aller vraiment chercher le plus loin possible, sans douleur évidemment, mais venir chercher forcément l'angle le plus loin possible. Et là, ce qui se passe souvent, c'est que lors du début de la contraction PAIL, en fait, on vient perdre cette fin d'amplitude. En fait, on n'est pas assez stable, on n'est pas assez figé, et du coup, lorsque la contraction démarre, eh ben, on perd peut-être, je sais pas, à 4 ou 5 degrés, mais en tout cas, on perd la fin d'amplitude, on ne travaille plus sur l'angle de fin d'amplitude. Et ça, c'est un problème. Enfin, en tout cas, ça peut diminuer l'efficacité du système. Donc, l'idée, c'est vraiment de se concentrer, et c'est pour ça, notamment, il y a deux raisons de mon point de vue. Mais l'une des premières raisons pour laquelle la contraction PAIL est progressive, donc d'abord commence à 20, 40, 60, etc., c'est pour éviter de démarrer tout de suite à 100% et perdre l'angle, en fait. Donc on fixe bien l'angle qu'on a réussi à atteindre à la fin de la période d'étirement. Une fois qu'on a figé cet angle-là, on commence la contraction très doucement, juste pour allumer le signal. D'ailleurs, le signal, il doit s'allumer dans les tissus qui sont étirés. Hein. C'est pas... L'objectif, c'est de venir contracter les tissus qui sont étirés, pas spécialement de forcer ou de générer de la force, c'est d'être assez précis sur la contraction. Donc on commence tout doucement, on allume le signal. Et une fois que le signal est allumé, qu'on est bien figé, qu'on est bien sûr qu'on fait bien l'exercice, on va pouvoir augmenter le signal progressivement pour atteindre le 100%. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième raison pour laquelle, de mon point de vue, il faut y aller progressivement sur la contraction PAIL, c'est que en fait, on va venir agir sur des tissus qui sont en position d'allongement. On vient de les étirer, d'accord? Donc, ils sont dans la position d'allongement maximale par rapport à nos capacités du moment. L'idée, c'est que ce soit un peu plus après, mais à l'heure actuelle, on les a mis dans une position d'allongement maximale. Donc, à partir de là, on va avoir l'opportunité de travailler sur le tissu conjonctif et d'améliorer la qualité du tissu conjonctif. Donc ça, j'ai déjà fait un podcast dessus, je vous invite à l'écouter. Donc ça s'appelle Le monde fascinant des tissus conjonctifs. Derrière, j'en ai refait un autre plus spécifique sur le tendon où je décris également ce qu'il faut aller chercher. Donc c'est vraiment cette position d'allongement. Et dans cette position d'allongement, on va essayer d'y mettre de la force à faible et moyenne intensité pour améliorer l'architecture du tissu conjonctif, l'organisation des fibres, l'emplacement des cellules, le type de collagène qu'on va retrouver dedans. Tout ça peut s'améliorer par de la contraction isométrique en position d'allongement à faible et moyenne intensité. Donc c'est pour ça que moi, dans les contractions PAIL que je fais effectuer, il y a souvent, on passe du temps dans les 40-60%. Donc on fait 20%, ok, j'allume le signal, ok, je suis bien situé, je sens la contraction au bon endroit, etc. J'ai bien fixé mon angle. Je passe à 40, j'augmente un petit peu le curseur. Je passe à 60, mais j'y passe du temps. Et quand je dis du temps, ça veut dire j'y passe 30 à 45 secondes. Ok, c'est une faible et moyenne intensité, donc je peux la maintenir et j'y reste du coup un peu de temps. Et ensuite, une fois que c'est bon, je vais venir chercher mon 80 et mon 100%. Ok. Sachant que le 80 et 100%, ils sont là pour lever les barrières neurologiques, permettre au tissu de s'allonger, de venir gagner un peu plus d'amplitude, inhiber et désamorcer ces fusions neuromusculaires, nous permettre d'aller chercher plus loin. Mais là, on passe sur des facteurs nerveux. Moi, j'aime bien utiliser, et je trouve ça pertinent, et d'ailleurs dans une interview, il en parle, d'utiliser la contraction PAIL pour également améliorer la qualité de l'architecture du tissu conjonctif et donc passer du temps sur les 40-60%. Donc évidemment, ça va dépendre un petit peu des objectifs, mais se mettre en position de fin d'amplitude et bombarder direct sur une contraction PAIL à 100%, puis enchaîner le rail et puis en faire plusieurs, de mon point de vue, sauf si il y a peut-être des objectifs particuliers qu'il va falloir décrire, mais de mon point de vue, de manière générale, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que dans un premier temps, il y a des grandes chances qu'on perde la fin d'amplitude et donc finalement qu'on ne travaille plus sur l'angle de fin. Et ensuite, on perd l'intérêt de la contraction PAIL, c'est-à-dire lever les inhibitions neurologiques et améliorer la qualité du tissu conjonctif et son architecture. Donc pour moi, ça n'a pas de sens de démarrer très très fort la contraction PAIL. Par contre, derrière, une fois qu'on a fait notre contraction PAIL, on attaque la contraction RAIL. Et là, pour le coup, comme on est sur un angle fermé, tous les tissus sont dans une position raccourcie, il n'y a plus d'allongement. Et bien là, on va pouvoir monter très très haut, très très vite, puisque le seul intérêt de travailler dans cette position, c'est d'améliorer la capacité du système à produire de la force dans cet angle-là, qui est du coup un angle qui est nouveau pour lui. Donc on va directement chercher à agir sur le système nerveux. Et comme on cherche à agir sur le système nerveux et non plus sur la biologie, sur la qualité du tissu, dans ce cas-là, on peut directement envoyer une contraction intense. Si les tissus ont été préparés, si la personne est assez entraînée, on va pouvoir directement monter
à 80, 100% très rapidement. D'accord? Donc ça, c'est mon avis en tout cas sur pourquoi il faut mieux y aller progressivement sur la contraction PAIL et on n'est pas obligé d'y aller très progressivement sur la contraction RAIL. Donc, importance au démarrage de la contraction PAIL de ne pas bouger, hein, d'accord? Puisqu'on va essayer de lever le mécanisme de protection des fibres neuromusculaires, donc il faut vraiment qu'on travaille sur la fin d'amplitude. Ça, c'est important. La deuxième raison pour laquelle parfois les pays and raise échouent, c'est que il y a la nécessité, puisque comme je l'ai dit, on va quand même chercher à lever des barrières neurologiques, d'aller à une certaine intensité. Et produire une certaine intensité, c'est un skill, c'est quelque chose qui se développe. Générer beaucoup de tension, c'est quelque chose qui se développe. Et on va chercher à développer la force maximale sur cet angle-là par les tissus donc, de l'angle ouvert puis de l'angle fermé. Mais on va chercher à développer la force max. Donc en gros, c'est comme si on faisait une seule répétition. D'ailleurs, des pays and raise, normalement, on n'en fait qu'un en fait. Puisque si c'est bien fait, on a généré sa force maximale et du coup, on ne peut le faire qu'une fois. C'est le principe d'un effort maximal, on ne peut le faire qu'une fois. Donc généralement, on n'en fait qu'un. Ça, c'est pareil. On peut en faire plusieurs à une intensité moindre pour préparer l'organisme et le faire augmenter progressivement. Donc sur une semaine, on va d'abord faire du 60% et on va en faire 2-3 blocs. Deuxième semaine, on va peut-être monter à 80%, on va faire 2 blocs. Mais à un moment donné, quand on arrive à 100%, il n'y a forcément qu'un seul bloc. Ça, c'est pareil. C'est à mon sens une hérésie de dire tu fais 3 blocs à 100%. D'accord? C'est comme si je te demandais de faire 3 fois 1 RM. Bah, techniquement, tu n'en es pas capable parce que 1 RM, c'est une répétition que tu peux soulever qu'une fois. Bah, là, c'est pareil, ta force maximale, tu peux la développer qu'une seule fois. Donc, si tu es à 100%, bah, tu peux le faire qu'une fois. Maintenant, la capacité de l'individu à monter à 100%, encore une fois, c'est quelque chose qui s'entraîne, c'est pas acquis par tout le monde. D'ailleurs, moi, je le vois avec les personnes que j'entraîne ou que je soigne. Des fois, je m'amuse un peu tout seul, c'est-à-dire que je suis dans ma contraction pays and raise, et sur la contraction pay, je leur dis, bon, bah, donnez-moi 20%, donnez-moi 40%, donnez-moi 60%, donc là, j'y passe un peu de temps. Donnez-moi 80%, donc je sens que ça commence un peu à forcer. Donnez-moi 100%, donc là, ça force fort. Et là, je continue, je leur dis donnez-moi 110, 120 et je les vois continuer à forcer. Donc c'est une blague parce que techniquement, vous ne pouvez pas donner plus que 100%. Mais comme ils ne sont pas habitués à générer de la tension, ils ne savent pas ce qu'est 100% pour eux. Et ben en fait, ils continuent à augmenter et finalement, ils finiront par atteindre le 100% quand je leur ai dit donnez-moi 180%, quoi, j'en sais rien. Mais si vous prenez quelqu'un qui est habitué à produire de la force, à faire des 1 RM ou des doublés, donc des 2 répétitions, des choses comme ça, quelqu'un qui est habitué à être sur des efforts maximaux, il sait très bien ce que c'est 100%. Et quand vous lui demandez de générer 100% de force, il vous le génère 100% de force, mais par contre, il vous le générera qu'une fois pendant une durée qui est entre 10 et 10 secondes, quoi, 10-15 secondes au maximum. Mais plus la personne va être capable de générer de hauts niveaux d'intensité, plus ce sera efficace, plus il progressera vite sur la mobilité et les contractions pays and raise. D'accord? Donc ça, c'est important. Et pour s'améliorer sur la capacité à générer 100%, là encore, c'est intéressant d'avoir une contraction PAIL qui soit progressive pour que la personne puisse se repérer un peu sur le 20%, savoir quand est-ce qu'elle passe sur le 40, sur le 60, sur le 80 et quand est-ce qu'elle atteint le 100%. Donc ça aussi, je pense que c'est intéressant d'utiliser les progressivités parce que la capacité à gérer les niveaux de tension qu'on est en train de produire, ça fait partie de ce qu'on appelle la proprioception. Ça fait partie de cette capacité du système nerveux à percevoir les informations qui viennent des muscles, de la périphérie, et à envoyer une réponse adaptée. Donc on va avoir une information qui rentre, je demande 20%, qu'est-ce que mon cerveau est capable de produire? Est-ce qu'il est capable de savoir ce qui est 20%, il va produire 20%, ou il n'en a aucune idée, et pour lui c'est on-off, c'est soit 100%, soit rien. Donc ça, c'est quelque chose qui va pouvoir se développer, ça fait partie de la proprioception et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Quand vous serrez la main à quelqu'un, vous savez si vous êtes en train de lui broyer la main ou si vous lui serrez correctement la main. Si vous n'êtes pas capable de gérer les niveaux de force que vous mettez dans votre grippe au moment de serrer la main, c'est que vous avez un déficit de proprioception au niveau des muscles qui permettent de serrer la main. Donc ça, c'est la deuxième chose. La première, à mon avis, dans les erreurs de pourquoi ça ne marche pas, c'est parce que la fin d'amplitude est perdue au moment de démarrer la contraction PAIL. La deuxième erreur, c'est de ne pas générer suffisamment d'intensité. Donc du coup, il faut s'entraîner à générer de la haute intensité, générer de la force maximale. En force, il faut faire la distinction entre force maximale et force absolue.
La force absolue, c'est la capacité de tension que vous êtes capable de générer volontairement et involontairement. C'est-à-dire que quand vous essayez de faire un effort maximal, votre système nerveux va tenter de recruter toutes les fibres musculaires qui sont disponibles pour générer un maximum de tension. Mais il y en a toujours qui sont laissées de côté et qui peuvent être activées notamment par le biais d'électrostimulation. Donc dans les laboratoires, vous êtes capable de générer votre force absolue parce que vous générez vous-même la force maximale, donc ce que vous êtes capable de générer volontairement, et à côté, vous avez une machine qui va activer les unités motrices qui restent de côté pour générer la force absolue. Donc il y a toujours un écart entre votre force maximale, le niveau de tension que vous êtes capable de générer volontairement, et votre force absolue, le niveau de tension que vous êtes capable de générer volontairement, plus les unités motrices qui restent de côté. D'accord? Cet écart entre les deux, ça s'appelle un déficit de force. Et ce déficit de force, il est plus ou moins grand. Chez les personnes qui débutent dans la musculation, dans les sports de force, il est énorme. D'accord? Ils ont plein d'inhibitions en place, et ils n'ont pas accès à toutes les unités motrices. Et donc, il y a un énorme gap entre ce qu'ils sont capables de produire et ce que leur corps serait capable de produire. Mais plus les personnes s'entraînent, plus elles sont habituées à produire des efforts maximaux, et plus ce déficit de force va venir réduire, et moins il y aura d'unités motrices qui sont laissées de côté, et plus ils sont capables de générer des hauts niveaux de tension. Et ces personnes-là, sur du travail de mobilité, sont extrêmement efficaces et auront des progrès beaucoup plus rapidement parce qu'ils sont capables de générer de hautes intensités. Donc ça, c'était un petit peu l'aparté sur l'intensité. J'ai parlé également des 2 minutes d'étirement au départ. Pourquoi il fallait essayer de chercher les 2 minutes? Donc encore une fois, c'est une moyenne, d'accord? Donc ça, c'est à adapter selon la personne. Il y a une notion qui est importante à garder en tête quand on parle d'étirement, c'est la notion de creep ou fluage en français. C'est-à-dire qu'en gros, comme tout tissu élastique, vous êtes capable de tirer sur le tissu et il va s'allonger jusqu'au moment où vous allez dépasser sa capacité à emmagasiner l'énergie et à être allongé et il va céder. Ça marche sur tous les matériaux élastiques. Euh, donc c'est le module de Young, hein, pour ceux qui veulent faire des recherches là-dessus. Le truc, c'est que plus un tissu va être habitué à être étiré, allongé, plus il va être capable de supporter la contrainte d'allongement, et plus du coup il faudra aller chercher un étirement qui sera long pour aller épuiser l'amplitude passive. Si vous démarrez dans le travail de mobilité, etc., un étirement d'une minute, ou d'une minute 30, probablement que vous êtes déjà très très proche de ce que votre tissu peut supporter. Il y a des personnes pour qui 1 minute 30 d'étirement sur vraiment la fin d'amplitude, eh bien c'est désagréable, dérangeant, voire même parfois douloureux parce que tout simplement c'est une contrainte et bien que ce soit la contrainte la plus faible possible, ça reste une contrainte qui est exercée dans un angle qui n'a jamais été entraîné et apparemment sur une personne qui ne s'est pas beaucoup étirée. D'accord? Donc la durée de la phase d'étirement, elle va être plus ou moins grande selon l'habituation de la personne à l'étirement. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'il faut garder en tête. Euh, Ensuite, je voulais parler de l'intérêt de faire durer la contraction PALE. Donc ça, je vous l'ai dit, hein, c'est de voir à améliorer la biologie du tissu conjonctif sur l'angle ouvert, puis d'ensuite d'aller chercher la neurologie, mais de profiter en fait d'être dans une position d'allongement et de faire une contraction isométrique pour améliorer l'architecture du tissu conjonctif, quelque chose qui n'est que très rarement entraîné en fait et qui peut poser problème. Contrairement à la contraction rail, on est dans une position raccourcie et dans ce cas-là, il n'y a plus tellement de biologie, il n'y a que la neurologie et donc c'est pour ça qu'on monte très rapidement sur des efforts très intenses pour entraîner le système nerveux. Et derrière, je voulais également parler un petit peu des justifications physiologiques. Donc j'ai parlé du réflexe myotatique. Le réflexe myotatique, il se définit comme cela, c'est-à-dire que lorsque vous étirez un muscle, il y a une réponse réflexe qui va venir le contracter, ce qui va bloquer son allongement. D'accord? C'est un système de tolérance ou de protection, ça dépend un peu de la sémantique qu'on veut utiliser. Mais en gros, vous avez vos fuseaux neuromusculaires qui sont placés de manière parallèle dans le muscle, donc parallèle aux fibres musculaires. Quand la fibre musculaire est allongée, le fuseau est allongé. Et selon un certain seuil qui va être défini, comme je l'ai dit, par le temps que vous avez passé dans la position d'étirement et le nombre de fois où vous y êtes allé, donc selon ce seuil-là qui est plus ou moins élevé selon votre expérience dans l'étirement, eh bien ça va déclencher la boucle réflexe, entraîner la contraction du muscle et bloquer son allongement. Donc ça s'appelle le réflexe myotatique. C'est tout simplement la contraction du muscle provoquée par son étirement. Okay? Donc ça c'est quelque chose qu'on va chercher à diminuer. On va diminuer le seuil, on va chercher à diminuer le seuil d'activation des fuseaux neuromusculaires pour tout simplement qu'il nous laisse aller chercher beaucoup plus loin. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qui intervient, le deuxième réflexe, c'est le réflexe myotatique inverse. Donc ça, c'est quoi? Le réflexe myotatique inverse, c'est la raison pour laquelle, après la contraction PALE,
vous êtes capable de gagner entre 10 et 15 degrés en moyenne d'amplitude. Parce qu'en faisant la contraction PAIL, vous venez contracter les tissus qui sont étirés. Et le deuxième réflexe myostatique inverse, donc, c'est que en réponse à une contraction, à un certain seuil de contraction, le système inhibe le muscle et lui permet son relâchement. D'accord. Donc le réflexe myostatique inverse, c'est le relâchement du muscle provoqué par sa contraction. Tout simplement pour vous empêcher de créer des hauts niveaux de tension. Donc c'est notamment ce qui se passe chez le débutant, raison pour laquelle il a un déficit de force beaucoup plus grand que chez les personnes entraînées, parce que dès qu'il va se mettre à générer de la tension, à générer de la force, en guise de tolérance, en guise de protection, le système va inhiber la production de force et ça va s'arrêter là. Il n'ira pas plus loin en termes de production de force. C'est un réflexe, une inhibition qui va être levée chez les personnes entraînées. Forcément, ils vont pouvoir produire beaucoup plus de force. Comme il y a une habituation, le système tolère beaucoup plus de tension et du coup déclenche ce réflexe-là beaucoup plus tard. Mais chez les personnes qui débutent, on va avoir ce réflexe-là, c'est-à-dire que je vais générer de la force et en réponse à ma génération de force, il va venir détendre le muscle. Raison pour laquelle, quand j'étire mon quadriceps, je sens l'étirement, je ne peux plus aller plus loin parce que mes fuseaux neuromusculaires déclenchent le réflexe myotatique. Par-dessus, même si c'est un peu désagréable, moi je génère une contraction PAIL de ce même quadriceps. Et donc en réponse à cette contraction-là, mon cerveau va venir l'inhiber, le relâcher par le réflexe myotatique inverse et donc me permettre d'aller un peu plus loin. Donc c'est la diminution du seuil d'activation des fuseaux neuromusculaires et également le fait de jouer sur le réflexe myotatique inverse qui va me permettre de gagner un peu d'amplitude passive après ma contraction PAIL. Le troisième justification physiologique, donc c'est l'architecture du tissu conjonctif dans la contraction PAIL. Je pense que je l'ai dit, redit, et je pense que ça suffit. Ensuite, je voulais parler des efforts maximaux et donc de l'importance de l'intensité dans le pace and raise pour aller agir sur le système nerveux, notamment dans la contraction rail. Donc lorsque les tissus sont raccourcis. Donc ça aussi, je pense avoir suffisamment parlé dessus. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez vraiment cette volonté de générer de la force, donc d'entraîner votre système nerveux sur un angle bien précis, raison pour laquelle vous avez besoin de générer un maximum de tension et que vous n'êtes pas obligé de passer beaucoup de temps pour monter. Voilà, et j'ai également parlé du fait que si c'est un effort maximal, généralement, on ne peut le faire qu'une seule fois. Donc voilà, c'était un petit épisode assez court par rapport à ce que je peux produire, un peu spécifique au Pace and Raise. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde parce que tout le monde ne peut pas tout comprendre, et d'ailleurs ça n'intéresse pas tout le monde, mais pour les personnes qui sont un petit peu sensibles à l'utilisation des Pace and Raise, qui connaissent un petit peu le système FRS, etc., je vous partage mon point de vue. Encore une fois, je suis totalement ouvert au débat, on peut en discuter dans les commentaires, etc. Je ne prétends pas avoir la science infuse, encore moins sur quelque chose qui n'est pas de moi, encore une fois. Donc voilà ce que j'ai compris par rapport à la formation que j'ai pu faire avec lui donc en 2019, aux autres que j'ai pu faire avec lui depuis, aux papiers que j'ai pu lire et aux interviews qu'il a pu faire et par rapport à ma pratique. Voilà ce que j'en ai compris et voilà comment moi je l'utilise. Ce qui n'est pas forcément une vérité absolue, mais étant donné que je suis capable de le justifier, eh ben, il faudra apporter des arguments pour montrer que j'ai tort, pour me faire changer d'avis. Voilà, donc ça c'était la fin de ce petit épisode sur les Pace and Raise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si ce sujet vous intéresse, honnêtement, je pense que c'est bien plus intéressant d'aller se former à la source que de trouver une formation peut-être moins chère où quelqu'un en parle, mais il en parlera forcément moins bien que André Ospina lui-même. Puis c'est quelque chose qui doit se vivre, donc c'est pas plus mal de le faire en présentiel. Donc voilà pour les recommandations. Et on se retrouve, du coup, la prochaine chose qui sort, ça va être le Blabla Basket qui va sortir du coup vendredi, où on va parler un petit peu, cette fois ça concernera un peu plus de monde, c'est sur le développement cardiovasculaire. Et on se retrouve jeudi prochain, donc de la semaine prochaine, pour une nouvelle interview, et cette fois qui touchera bien sûr le grand public. Voilà, donc vous avez toujours la possibilité de me laisser un commentaire, m'envoyer un message. Vous avez mon site internet, donc motiontherapyexpert.com pour les suivis à distance, les consultings ou les séances en présentiel. Donc ça, c'est toujours à disposition pour ceux qui le souhaitent. Et sinon, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.